ne prononce plus guère le mot obscène, particulièrement dans la jeune génération. Il sonne comme une antiquité poussiéreuse, une relique d'un âge bigot où l'on rougissait de jupes au-dessus du genou. Pourtant, nos imaginaires sont saturés de violence et de dégradation, présentés comme le chemin le plus sûr vers l'amour véritable et la libération individuelle. Dans cette vidéo, je voudrais expliquer comment l'obscénité est morte, philosophiquement et dans notre langage, à la lumière des ventes croissantes de dark romance, et m'appuyer sur le livre majeur de Roger Scruton pour vous expliquer que la mort de l'obscène préfigure la mort de l'érotisme. Dernièrement, pour les besoins d'une vidéo qui sera prochainement publiée sur la chaîne de Modin Malin, j'ai lu un livre de dark romance retiré depuis des rayons, intitulé Corps à cœur. Je m'attendais à un livre à l'eau de rose avec quelques scènes suggestives, mais ce n'est pas du tout ce que j'ai lu. Si vous avez suivi la polémique, le livre a été accusé de faire la promotion de la pédophilie et a été retiré des rayons à ce titre. Je réserve la primeur de ma lecture à la vidéo qui sortira chez Modin Malin, mais cette accusation est totalement fondée. Il y a une quinzaine ou une vingtaine de chapitres décrivant tous les sévices que vous-même n'arriveriez pas à imaginer sur un bébé. Si on parle beaucoup, et à raison, des risques des jeunes garçons face à la pornographie, on ne dit presque rien de la dark romance. C'est pourtant un genre en plein boom, avec une part importante de très jeunes lectrices, et les titres qui se hissent en tête des ventes sont suffisamment perturbants pour qu'on puisse s'en inquiéter également. Les titres plébiscités par les adolescentes et les jeunes adultes mettent en scène des héros masculins oscillant entre le psychopathe calculateur et le prédateur charismatique, le tout dans des narrations extrêmement stéréotypées. Mais le plus important est ailleurs. Kidnapping, torture psychologique, humiliation systématique, rapports non consentis, stupéfiants, chantage, brutalité gratuite, accumulation de partenaires, échangisme, relations avec des inconnus, voire glorification de frotteurs de métro, la brutalité n'est jamais suggérée, elle est décrite avec minutie et dans un ton clinique. Cette évolution révèle une confusion désormais totale entre séduction, érotisme et obscénité. Le mot sexy, fourre-tout paresseux et complaisant, a achevé de dissoudre les distinctions naturelles que nos ancêtres tenaient pour évidentes. Ce qui était autrefois obscène, c'est-à-dire ce qui outrageait le regard en réduisant la personne à sa chair exhibée, est simplement devenu sexy. L'érotisme, cette tension subtile entre visible et invisible, entre désir et interdit, a été absorbé par l'obscène et digéré par lui. Combien de couvertures de la presse People se réjouissent que telle starlette du moment ose tout pour se mettre à nu, ou combien de féministes seins au vent sont glorifiées pour leur courage libéré, combien de représentations artistiques étalent des morceaux de corps, combien de pratiques sont banalisées, car quel ringard refuserait encore de mettre ses ébats en ligne en 2026. On ne dit plus d'une femme qu'elle est obscène, mais qu'elle n'a pas froid aux yeux. On ne dit plus d'une pratique qu'elle est vulgaire, dégradante, obscène, mais que c'est un kink, et qu'à ce titre, on ne peut pas la juger, car à chacun ses préférences. Le vocabulaire lui-même a capitulé pour acter l'effondrement des barrières qui se dressaient par le passé. Michel Foucault est l'un des principaux artisans de l'effondrement de ces barrières. Dans le sillage de mai 68, il se lance dans un grand travail sur la sexualité humaine, dont le premier tome entend démontrer que la sexualité n'est pas une réalité naturelle, mais un dispositif historique produit par le savoir et le pouvoir. Les tomes suivants réinterprètent la sexualité grecque et romaine et s'attachent à montrer que la sexualité n'a pas d'essence, mais qu'elle n'est qu'une série de problématisations historiques. The catastrophe of what he does, the sort of perversion of all life. It's brilliant, of course, and filled with resonant phrases and so on, but this perversion of life as being solely about power, and the ignoring of every other human instinct, the total ignoring of love, the total ignoring of forgiveness, power, only power, and you need to find where it is, squeeze it out of those people and drink up some of the juice yourself. And that this has been imbibed by now a couple of generations of students. Absolutely. I feel like I was late to it. But it fuels all the causes of the day because whatever the cause is, feminism or transgenderism or whatever, it is about emancipating an oppressed group from the domination of the oppressor. And this might be exactly the wrong way of looking at it. Ce qui fait bondir Roger Scruton dans le propos de Foucault, c'est la même chose qui vous fait peut-être bondir quand on rejette votre opinion d'homme blanc. Foucault adopte une approche structuraliste qui fait disparaître toute l'intimité d'une rencontre humaine derrière une dimension historique, sociologique et discursive. Roger Scruton, dans Le désir sexuel, une enquête philosophique, lui oppose une critique décisive, car il voit dans la démarche de Foucault une catastrophe philosophique. En faisant disparaître le désir authentique
authentique. Dans un pur jeu de discours et de pouvoir, Foucault fait disparaître la personne elle-même. Ou, pour le dire en des termes plus précis, il n'y a plus d'intentionnalité interpersonnelle, plus de rencontre entre deux consciences incarnées, seulement des corps et des pratiques façonnées par de lointaines structures. Scruton reprend ici l'idée de la corporéité développée par Thomas Nagel, qui essayait lui-même de proposer une synthèse entre la phénoménologie de Sartre et la théorie du langage de Paul Gris. Ce travail lui fait conclure que l'excitation surgit et se maintient dans une spirale de l'intentionnalité. Tu sais que je te désire, je sais que tu sais que je te désire, et tu sais que je sais que tu le sais. Cette structure réflexive du désir, comme une boucle infinie, explique déjà pourquoi certaines attitudes, comme l'indifférence à la subjectivité de l'autre ou la réduction de celui-ci à un simple objet de stimulation, nous semblent spontanément être des formes de dégradation de l'expérience érotique. C'est aussi ce qui explique que seule l'espèce humaine montre du désir, qui dépasse les simples pulsions, car on ne désire pas un corps-objet, mais un corps-sujet, et l'excitation humaine n'est pas un simple réflexe biologique ou une pulsion aveugle, mais une réponse intentionnelle. Et dès qu'il y a une intentionnalité qui se manifeste, la réflexion morale ne peut que difficilement, n'en déplaise à Foucault, être évacuée. Car dès lors que l'on éclipse, comme le fait Foucault, la corporéité et l'incarnation au profit de simples constructions historiques, on abolit la distinction phénoménologique entre érotisme et obscène. Dès lors que le visage de l'autre, la pudeur et la tendresse innocente n'ont plus de statut à part, rien ne distingue un amour authentique d'une sexualité dépravée, sinon des nuances de discours et d'acceptation sociale. Ce qui conduit Roger Scruton à prophétiser dès 1986 l'émergence d'une sexualité désincarnée, performative, vendue aux impératifs de marché et à la quête de transgression perpétuelle. Ce qu'on retrouve en dernière instance dans les textes vulgaires de la dark romance. Je cite, « L'obscénité est proche de la zoophilie, elle consiste généralement à tenter de détacher l'acte sexuel de son intentionnalité interpersonnelle, de cette visée épistémique qui est contenue dans l'excitation sexuelle. Mais cette séparation s'opère par un déplacement particulier de l'attention. Dans l'obscénité, l'attention se détourne de la corporéité pour se fixer sur le corps. Le corps s'impose, submerge la perception, et dans ce cauchemar, l'esprit sombre comme il sombre dans la mort. » Vous pensez peut-être que rapprocher des romans de gare cochons et de la zoophilie est outrancier. Mais honnêtement, pas tant que ça. Il y a 6 mois, un texte intitulé Morning Glory Milking Farm se hissait en tête des ventes Amazon américaines. Et une flopée d'articles de presse, dont un éditorial publié dans le Times, se demandait comment on avait pu en arriver là. Car ce titre, vendu à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, à ce que je sais, dépeignait le quotidien d'une vétérinaire amenée à soulager quotidiennement des minotaures pour collecter leurs semences. Le livre est représentatif de la confusion qui m'intéresse ici entre érotisme et obscénité, terme que Roger Scruton nous invite à distinguer à la lumière de ce qu'il appelle donc l'intentionnalité individualisante et qui se traduit, dans des termes beaucoup plus simples, par l'existence du visage humain dans une relation. Visage humain dont les minotaures dont il s'agit ici sont évidemment dépourvus. Bonsoir les coquins, c'est le minotaure. Je cite encore, dans le véritable art érotique, c'est généralement le visage et non l'organe sexuel qui constitue le point focal de l'attention. La Vénus allongée regarde vers le spectateur ou vers son amant et l'intérêt porté à ses membres remonte toujours vers le visage qui les couronne. Un tableau qui dissimule le visage tout en exposant les parties génitales tend inévitablement vers l'obscène. Lire un texte de dark romance, c'est donc malheureusement faire l'expérience de ce décalage du cadre qui nous fait voir Vénus par ce que Gustave Courbet appellerait l'origine du monde. C'est d'ailleurs précisément le paradoxe même entre ce que le genre prétend faire et ce qu'il fait vraiment. Ce que prétend faire la dark romance, c'est intégrer à des moments charnières du récit des scènes suggestives pour faire ressentir à la lectrice l'intensité des relations amoureuses. Ce que fait réellement la dark romance, en particulier dans celui que j'ai lu corps à cœur, c'est de construire le récit sur des scènes sexuelles qui sont au moins au nombre d'une par chapitre de 10 pages, ce qui conduit en réalité à faire de chaque chapitre un prétexte pour l'apparition des scènes en question. Scènes qui se succèdent si vite que les protagonistes n'ont souvent pas le temps d'échanger plus d'une phrase avant et après l'acte. En un sens, la dark romance, du moins celle que j'ai pu lire, acte totalement un terme qui donne une nouvelle fois raison au diagnostic de Scruton, celui de body count. Une question qui intrigue la jeunesse perdue entre discours déculpabilisant de la gauche et sentiment tenace que quelque chose cloche qui appartient plutôt à la droite. Beaucoup se tournent vers la biologie pour se demander si un body count de 20 est excessif ou non. Mais la réponse, nous suggère Scruton, est dans le terme lui-même. Car Scruton n'est pas un puritain qui condamnerait Don Juan par principe. Il va même plutôt jusqu'à le défendre. Car Don Juan est un séducteur, encore placé dans une logique de rencontre interpersonnelle, certes frénétique, tandis que des coups d'un soir alcoolisés ne savent généralement pas jusqu'au prénom de leur partenaire. Tant que les expériences du passé se dressent en mémoire comme des visages, avec des prénoms et des personnalités distinctes,
Le désir est sauf, mais dès qu'il n'y a plus que des amas de corps, de seins, de fesses, de verges, dès qu'il n'y a plus qu'un décompte, littéralement un body count, alors l'obscénité a triomphé. Or, c'est ce que la lectrice de Dark Romance en vient à rechercher. C'est ce que les conseils de lecture de TikTok et c'est ce que les commentaires des clientes sur Amazon mettent en avant, c'est l'intensité et éventuellement la fréquence des scènes obscènes qui présentent de la sexualité. Je cite encore, l'obscénité ne réside pas dans les choses elles-mêmes, mais dans une manière de les voir ou de les représenter. Lorsque nous qualifions certaines parties du corps humain d'obscènes, cela signifie simplement que, pour une raison ou une autre, nous ne pouvons nous empêcher de les percevoir ainsi. Leur nature ou leur fonction attire notre attention sur leur réalité charnelle, jusqu'à en faire oublier la corporéité de la personne individuelle. D'où l'idée de parties intimes qu'il faut dissimuler uniquement parce qu'elles pourraient provoquer une perception obscène. L'obscénité repose sur une perception dépersonnalisée de la sexualité humaine où le corps et sa fonction sexuelle occupent toute la pensée de manière écrasante. L'accouplement des animaux nous paraît souvent obscène, celui des humains peut le devenir aussi dès lors que l'on observe de l'extérieur en dehors de la perspective en première personne de ceux qui y prennent part. Dans la représentation littéraire, la différence entre l'érotisme authentique et le licencieux ne tient donc pas au sujet mais à la perspective. Une œuvre véritablement érotique invite le lecteur à reconstruire en imagination la perspective en première personne d'un protagoniste de la scène. À l'inverse, la pornographie conserve généralement une perspective en troisième personne, celle de l'observateur voyeur. Dans le voyeurisme, un couple est vu depuis un point de vue qui, pour ainsi dire, agrandit leur corps, la perspective du trou de serrure utilisé avec tant d'effet par Cleland dans Fanny Hill. Ce procédé diffère profondément de la technique infiniment plus érotique et subtile que Laclos met en œuvre dans Les Liaisons dangereuses où le point de vue reste toujours celui du participant. Les organes sexuels n'y sont que les instruments d'un jeu de possession psychologique. Fin de citation. Évidemment, il y a toujours eu une littérature à destination des femmes qui impliquait des descriptions suggestives, il y a toujours eu des intrigues et des triangles amoureux, des orgueils et préjugés et des romans sentimentaux, mais précisément, voilà ce que la dark romance n'est pas. Toutes sortes de réponses viennent à rassurer la lectrice débutante qui serait prise d'un doute devant des scènes brutales, voire ignobles. Il y a un discours ambiant féministe qui l'incite à penser la transgression des interdits sociaux ou moraux comme une libération. Il y a un discours subjectiviste et égalisateur qui fait de chaque pratique un choix subjectif, comme il en existe tant d'autres, qui sont autant de goûts et de couleurs. Et il y a un flottement aquaboniste qui lève un index interrogateur. Et alors, où est le mal après tout? Mais ce mal existe bien. La perversion illustre le véritable danger moral de l'obscénité qui, en polluant l'acte sexuel, le rend en effet inutilisable comme mode d'union personnelle. Toute pensée et toute émotion s'arrête à l'acte lui-même et au corps tel qu'il s'y manifeste, réfractaire, privé d'esprit et promis à la décomposition, le corps devient opaque à la personne qui habite en lui et toute union avec elle doit dès lors contourner la relation sexuelle et s'établir autrement. Si Roger Scruton apporte une contribution majeure pour notre époque, c'est par sa construction d'un cadre intellectuel qui justifie l'existence de tabous sur une base objective. Car notre époque prétend à la fois dépasser tous les tabous tout en instaurant parfois d'autres qui n'en étaient pas jusqu'alors. C'est le grand paradoxe des soirées chemsex à plusieurs d'un côté et des cancels de l'autre pour des mots et des demandes déplacées. Ce que démontre Scruton, c'est qu'un immense travail civilisationnel a été requis pour transcender des appétits charnels en relations interpersonnelles et que tout ce qui vient miner l'interpersonnalité et l'intentionnalité de la relation s'expose à provoquer un malaise caractéristique de notre honte face à l'obscène. Et en définitive, ce qui a vraiment disparu avec le mot obscénité, c'est une certaine idée de l'érotisme, une sexualité non perverse, non orientée vers la performance, une tendresse véritablement innocente, centrée sur l'autrui et sur le visage de l'autrui. Scruton le formulait magnifiquement. Le visage est la porte par laquelle l'érotisme entre dans le monde humain. Quand on réduit l'autre à son corps en voie de dissolution, on ferme cette porte. On reste dehors dans l'obscène et un préjudice réel s'ensuit. Je cite, « Le culte de l'innocence est une tentative pour engendrer une conduite rationnelle en incorporant l'impulsion sexuelle dans l'autodétermination du sujet. C'est une tentative de réfréner l'impulsion jusqu'à ce qu'elle puisse se rattacher au projet interpersonnel qui mène à son accomplissement. Le projet d'union avec une autre personne qui est voulu non seulement pour son corps, mais pour la personne qui est ce corps. L'innocence est la disposition à éviter la rencontre sexuelle, sauf avec la personne que l'on peut pleinement désirer. Les enfants qui ont perdu leur innocence ont acquis l'habitude de la gratification par le corps seul dans un état de désir partiel ou tronqué. Leur gratification est détachée des conditions de la réalisation personnelle et erre d'objet en objet sans tendance établie à s'attacher à l'un d'eux et poursuivie en permanence par le sentiment obscène de la domination du corps. Débaucher un innocent était traditionnellement considéré comme une faute très grave et comme un véritable préjudice pour la victime. Le
préjudice en question n'était pas physique, mais moral, cela sapait le processus qui prépare l'enfant à entrer dans le monde de l'éros. Ainsi, la Lolita de Nabokov, qui passe avec tant de rapidité de la provocation enfantine à un intérêt avisé pour l'acte sexuel, s'abîme, en fin de compte, dans un mariage dépourvu de passion et meurt sans connaître le désir. En conclusion, la dark romance n'est pas qu'une simple mode littéraire, c'est le symptôme d'une perte de repère, d'autant plus grave qu'elle cible directement les adolescentes. C'est le signe d'une civilisation qui a perdu de vue le désir, en voulant tout rendre visible, tout rendre possible, tout rendre normal, tout rendre sexy. C'est la singularité des relations amoureuses, leur mode singulier de rencontre de l'autre, et pour finir, l'érotisme lui-même qu'on a tué. L'obscénité a disparu du langage, c'est peut-être le signe le plus sûr qu'elle a déjà triomphé, et sa mort fait déjà une seconde victime, l'érotisme. Si vous voulez poursuivre la réflexion à peine ébauchée dans cette vidéo sur la dark romance, je vous invite à regarder la vidéo grand format qui sortira prochainement sur la chaîne de Modin Malin, et en attendant à vous procurer l'œuvre majeure de Roger Scruton sur le désir sexuel, un ouvrage tellement complet et imposant qu'on a dû créer un format pour lui de presque 600 pages et 900 grammes. C'est une œuvre majeure, éblouissante, d'une grande finesse dans ses observations et qui propose un cadre de réflexion solide et d'une ampleur inégalée pour comprendre ce que mai 68 nous a pris